Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouveau département que l'on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui, et le dernier dans ce format qui va changer pour le prochain épisode. Donc on va voir 5 légendes ensemble, et j'espère qu'elles vont vous plaire. D'ailleurs, on commence dès maintenant. À Beauvais, dans l'église Saint-Étienne, vous aurez peut-être l'occasion d'observer une représentation un peu hors du commun liée à la religion chrétienne, souvent représentée crucifié et barbu. Je ne parle pas du Christ, mais bien évidemment de la fameuse Sainte à barbe. Sainte Villegueforte, de son vrai nom, était aussi connue sous le pseudonyme de Sainte Débarras, et son histoire ne date pas d'hier car l'on a pu voir son culte fleurir vers le XIVe siècle depuis la Hollande, du moins de ce que l'on suppose. Mais quelle est son histoire ? Villegueforte était une femme qui avait fait vœu de chasteté. Cependant, contexte d'époque oblige, ce n'était pas un vœu si facile à tenir car son père souhaitait la marier. Un homme du nom d'Amara, rien d'autre que le roi de Sicile, fut choisi malgré le refus de la jeune femme. Alors cette dernière pria pour le Seigneur, afin qu'il défigure son visage et que jamais on ne désire la marier. La réponse qui s'ensuivit fut des plus surprenantes. Plutôt que de se voir défigurée, Villegueforte vit une barbe pousser sur sa peau. Amara, voyant sa future promise, refusa instantanément tout mariage, ce qui amena le père de Villegueforte dans une colère noire. La pauvre femme finit crucifiée en guise de punition et devint une martyre, canonisée après sa mort. Depuis, de nombreuses femmes sont allées la prier pour vivre le même miracle qu'elle, voir une barbe leur pousser et ainsi pouvoir se débarrasser de leur mari. Bien que la Sainte à barbe soit connue comme l'une des saintes les plus connues de la religion, de par sa particularité et du fait que la crucifixion était principalement réservée aux hommes, d'autres représentations la montrent avec un pied nu, dû à une petite histoire qui nous parle d'un joueur de viol, un instrument de la même famille que le violon. L'homme joua devant le corps supplicié de la sainte et une de ses pantoufles d'or tomba devant lui en remerciement. On l'accusa rapidement de l'avoir volée. Alors le joueur retourna jouer sous sa croix devant ses accusateurs. Tous purent voir la seconde pantoufle dorée tomber d'elle-même aux pieds du musicien, comme pour le remercier ou le sauver d'un destin tragique. Quoi qu'il en soit, nous avons pu faire le tour de cette sainte surprenante. Si son histoire est tragique, elle demeure aussi ancrée dans la religion chrétienne. Villegueforte deviendra un symbole pour les femmes souhaitant se libérer du mariage, qu'il soit forcé ou mauvais. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu un fantôme dans nos vidéos. L'Oise est une contrée riche en châteaux, et qui dit château dit souvent fantômes qui y sont liés. L'histoire du fantôme de Rambouillet ne fera donc pas exception. Même si son histoire nous apprend qu'il n'aura fait qu'une seule apparition et qu'elle est sujette à caution. Tout découle initialement d'une amitié entre deux marquis, le marquis de Précy et celui de Rambouillet. Les deux hommes, du haut de leurs 25 années, étaient liés d'une amitié très forte, à tel point qu'ils se promirent que si un jour l'un d'eux venait à mourir, il reviendrait pour éclairer son ami. Or, nous vivions en des temps de guerre, sous les ordres du roi Louis XIV. Ni le marquis de Rambouillet, ni celui de Précy n'étaient hommes à reculer lorsqu'ils seraient appelés. C'est ainsi que le premier à partir au combat fut celui de Rambouillet. Son ami n'eut alors plus aucune nouvelle de lui à ce moment, car dans l'impossibilité de le suivre à cause d'une grosse fièvre. 6 semaines passèrent, toujours sans nouvelles. Le marquis de Précy demeura chez lui dans l'attente d'être à son tour appelé au combat. Quand un matin, vers les 6 heures, on tira les rideaux de sa fenêtre, le tirant de son sommeil au passage. Au début, il crut rêver car son ami était là, sous ses yeux. Dans la joie, il se leva et s'avança vers lui, mais l'autre homme recula presque aussitôt, annonçant qu'il était mort et venait simplement s'acquitter de sa promesse, tout en l'avertissant que son glas sonnerait à lui aussi lors de la prochaine bataille. Le vivant ne put le croire, et lorsqu'il tendit la main sur son épaule, il ne toucha rien d'autre que du vide, tout comme la plaie béante qu'il pouvait désormais voir avant que son ami ne disparaisse pour de bon. On crut d'abord à des hallucinations dues à la fièvre, jusqu'à ce qu'une lettre confirme la mort du marquis de Rambouillet, ce qui laissa planer alors un doute sur la vision du maître des lieux,
d'autant que la lettre confirma également pour la fameuse blessure. Cependant, lorsque le marquis de Précy se rendit à son tour sur le champ de bataille, il ne rentrerait plus jamais, car le fantôme n'avait pas menti. La prédiction s'était réalisée, et les deux marquis étaient désormais réunis dans l'au-delà. Tournons-nous maintenant vers le pays de Valois, qui semble avoir son lot de légendes. C'est d'ailleurs l'une d'elles que nous allons découvrir ensemble, car laissez-moi vous conter la légende de la Dame aux papillons. À mi-chemin entre un esprit et un ange gardien, la dame, qui s'appelait autrefois Isabeau, était connue de tous ses pairs pour être particulièrement belle. Une dame convoitée par bien des hommes, sans pour autant qu'elle ne réponde à leurs avances. On la connaissait aussi pour son amour des papillons. Isabeau aimait s'occuper de ces créatures qui par là même étaient attirées par ses bienfaits. Ce qui eut vite le mérite d'attiser bien des histoires et rumeurs au sein du village où elle vivait. Certains trouvaient cela bizarre, d'autres charmant. Tout changea lorsqu'un chevalier de passage nommé Raoul arriva au village. D'un regard, il tomba éperdument amoureux d'elle et tenta de la séduire. L'homme s'approcha d'elle et apprit doucement à la connaître jusqu'à découvrir son secret. Elle n'était pas humaine, c'était la gardienne des papillons et elle vivait pour protéger ces créatures fragiles et éphémères pour la plupart. Un bien étrange enchantement dont elle souffrait et qui l'empêchait de vivre une vie humaine. Les liens se créèrent et elle tomba amoureuse à son tour. Isabeau ne voulait pas en rester là et était bien décidée à briser l'enchantement pour pouvoir vivre leur amour. Après des mois de recherche, elle parvint à découvrir comment, avec un rituel effectué dans un cercle de pierre non loin du village. Cependant, le dit rituel était risqué. Elle se rendit alors au fameux cercle de pierre et effectua tout ce qu'elle avait à faire pour la libérer de son engagement en tant que protectrice. Mais la magie était imprévisible, et rapidement, le rituel tourna court. Dans un déferlement de magie, cela se retourna contre elle, et Isabeau fut changée en une nuée de papillons qui s'éleva vers les cieux orageux qu'elle avait elle-même provoqués. Plus jamais on ne la revit au village après cela. Mais, les soirs d'été, il se dit que l'on peut observer une nuée de papillons qui se rassemblent de temps à autre à la lisière de la forêt, dansant comme si une forme invisible les guidait. Quant au chevalier, on n'eut plus jamais aucune nouvelle après cette histoire. À l'époque du roi Louis XV, la ville de Salancy avait une coutume ancrée depuis fort longtemps. Chaque année, on offrait une rosière à la femme la plus vertueuse, celle qui avait le comportement le plus pur et le plus noble, à tel point que toutes les dames rivalisaient de bonté pour avoir ce prix. Un jour, un chevalier de passage accompagné d'un domestique souffrait de la soif et se rendit auprès d'une maison pour demander de l'eau. Mais à la place, il surprit une conversation entre une grand-mère et sa petite-fille pendant que des enfants jouaient autour d'elle. On avait déposé un bébé devant leur porte. Le chevalier apprit qu'il était l'enfant de deux nobles fuyant la mort. Cependant, ni la grand-mère, ni la jeune femme nommée Catherine ne pouvaient le garder, de peur de prendre le risque de dévoiler l'identité de l'enfant et sonner son glas. Ainsi, elles prirent la décision de l'amener à une femme de l'autre côté de la forêt, dangereuse en ces temps troublés. Le chevalier prit donc soin d'accompagner la jeune femme de loin, et la sauva en congédiant deux soldats ivres qui l'avaient un peu trop approchée après qu'elle ait déposé l'enfant. De là, Catherine et le chevalier firent connaissance, et il apprit que son mariage allait bientôt avoir lieu. Il se proposa donc de lui servir de parrain pour l'accompagner à l'autel, un immense honneur qu'elle accepta avant de le quitter pour retrouver sa famille et son futur mari. Cependant, on l'avait vu avec le chevalier, et rapidement elle fut accusée d'avoir une aventure, ce qui remit lourdement en cause sa vertu et son mérite pour la rosière. Mais Catherine ne dit rien. Pour ne pas dévoiler l'existence de l'enfant, elle préférait tout perdre. Rapidement, on la désavoua. Son fiancé rompit le mariage de jalousie, et tout le village faisait courir les pires histoires sur elle. On lui demanda explication sur explication, jamais elle ne prit la parole, et ce faisant, démontra bien plus de vertu qu'il ne pouvait l'imaginer. Tristement, elle se rendit à la cérémonie, jusqu'à ce que l'on annonce l'entrée du roi lui-même, qui n'était autre que le chevalier l'ayant secouru. Le roi bien-aimé réprimanda tout le village pour ce qu'il avait fait subir à Catherine. Puis il raconta l'histoire qu'elle n'avait pas osé dévoiler, tout ce qu'il avait vu et entendu, louant la jeune femme au passage. Après quoi, il jura que les parents nobles étaient désormais en sécurité et qu'il prendrait l'enfant sous sa propre protection. Pour finir, il invita Catherine et posa lui-même la rosière sur sa tête. À partir de là, tout le village se fit pardonner, même son fiancé avec qui elle avait fini par se marier, avec tout le bonheur qui allait avec. Et la tradition de la rosière continua.
Pour notre histoire, il nous faudra remonter au XIIe siècle, l'époque où la troisième croisade avait lieu. Un temps où les chevaliers étaient souvent amenés à partir se battre en Terre Sainte, sans certitude de revenir. Le chevalier Regnoult de Coucy était un châtelain réputé pour sa bravoure et sa prestance. Grand combattant, il était connu pour son adresse lors des tournois, notamment celui de Vendeuil, qui lui avait offert au passage une grande réputation dans la région. Et il rencontra l'amour au cours d'une chasse au cerf. L'animal était parvenu à traîner l'homme dans sa traque sur de nombreux lieux et jusqu'à tard dans la nuit. Tant et si bien qu'une fois qu'il parvint à l'attraper, de joie, il prit son corps et souffla à plein poumon dedans. Sauf qu'il réalisa alors qu'il était tout seul. Regnoult était perdu, loin de son domaine. Par chance, des chasseurs alentour avaient entendu le bruit et l'escortèrent au château de Fayel. Le chevalier fut accueilli et il passa la nuit sur place. Regnoult, qui égalait au combat autant qu'aux oratoires, régala ses convives de nombreux récits. Notamment la dame Gabrielle de Vergy, la femme du seigneur de Fayel. Après cette soirée, elle et le chevalier se revirent de plus en plus souvent, tant et si bien qu'un amour naquit entre eux. Ce qui finit par parvenir aux oreilles de son époux, qui ne sauta pas réellement de joie pour eux. Cependant, nulle vengeance pour le mari jaloux, car on sonnait le départ pour la croisade et Regnoult faisait partie du voyage. Une aubaine pour le seigneur de Fayel, qui cherchait à se débarrasser de l'inopportun châtelain de Coucy. Regnoult ne reviendra jamais des croisades, ou du moins pas entièrement. Blessé mortellement, il soumit à son écuyer comme dernière volonté que ce dernier emporte son cœur jusqu'en France pour le remettre à la dame de Fayel. On ne renonce jamais à la dernière volonté d'un mourant, aussi excentrique soit-elle. Le cœur conservé précieusement dans une boîte, son retour en France ne manqua pas de faire rougir le seigneur de Fayel, qui le fit mettre aux arrêts après avoir appris toute l'histoire. Il se saisit du cœur, tout en nourrissant un noir projet. Il le fit préparer par le cuisinier et le servit à la dame de Fayel. Cette dernière, en l'apprenant, se laissa mourir de faim, et cela sonna le glas du seigneur, qui subit un scandale en s'attirant les foudres de nombreux seigneurs du coin. Tant et si bien que le roi lui-même dut intervenir pour calmer les tensions. Et voilà qui met fin à cette série de légendes dans l'Oise. J'espère que les histoires vous auront plu et je vous retrouve très vite pour un nouveau département. Mais avant cela, quelques vidéos vont sortir, dont une vous présentant un peu les nouveautés et changements à venir sur la chaîne dans les prochains mois. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à très vite.